Retour en France et plus précisément aux élections législatives, percée électorale du Rassemblement national qui aujourd'hui dispose de 89 élus au Palais Bourbon, un chiffre historique. Pourtant, certains commentateurs avaient jugé la campagne du parti d'extrême droite par trop timoré, par trop timide. Comment expliquer dans ces conditions ce résultat? Pour tenter d'y voir plus clair, nous sommes en compagnie de notre camarade de la rédaction Antoine Marette. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous suivez le Rassemblement national depuis septembre 2020 et puis nous sommes également en duplex avec Gilles Ivaldi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche CNRS au CEVIPOF, spécialiste des partis de droite radicale. Ce résultat, pour vous, Gilles Ivaldi, est-il une surprise ? C'est une surprise en tout cas au regard du nombre de sièges. Personne n'avait anticipé, d'ailleurs même pas Marine Le Pen elle-même, que le RN pourrait gagner autant de sièges à l'issue du second tour. Et effectivement, depuis dimanche, on réfléchit à ce qui s'est joué dans ce second tour, et notamment la question du Front républicain. Jusqu'à présent, c'était un mécanisme qui permettait de limiter la progression du FN et puis du RN dans les seconds tours. Et là, manifestement, quelque chose s'est joué. Donc oui, je crois que 89 sièges, c'est une surprise pour la plupart des observateurs. Oui, c'est-à-dire que le Front républicain, il n'y a pas eu de Front républicain, en tout cas dans un certain nombre de circonscriptions. Celui-ci n'a pas joué à plein, pour le dire de manière un peu euphémisée, Gilles Ivaldi. Je crois qu'on peut même malheureusement aller jusqu'à prononcer l'oraison funèbre du Front républicain, parce que on voit à quel point il a été mis à mal. Alors c'est un processus historique, il faut se rappeler que les premières brèches datent des années 2010, lorsque la droite adopte le principe du ni gauche ni FN à l'époque, qui déjà donne une certaine légitimité au parti de Jean-Marie Le Pen et de Marine Le Pen. Et puis effectivement, dans ces élections, on a vu que la majorité présidentielle a sans doute été un peu ambiguë, ou n'a pas assez clairement rappelé le principe fondamental du macronisme, qui était le barrage à l'extrême droite. Et on a vu à quel point, associé à la colère et à ce vote sanction qui a dominé, tout cela a affaibli le Front républicain, au point peut-être de voir sa disparition. Antoine Marette, vous qui suivez le Rassemblement national, est-ce que le parti était en confiance pour ces législatives? On a eu la sensation, en tout cas vu de loin, que Marine Le Pen n'y croyait pas. Elle prévoyait, comme vient de le rappeler Gilles Ivaldi, 50-60 députés au maximum. Déjà sur l'objectif, c'était pas très clair. À un moment, elle disait 60, à la fin, elle a dit plus de 100. Et puis finalement, on est arrivé à 89. C'était bien au-delà des prévisions et des ambitions sans doute de Marine Le Pen. Moi, ce qui me frappe, c'est les soirées des deux tours que j'ai passées à Hénin-Beaumont. Le premier tour, ils ne s'attendaient tellement pas à un tel succès. Ils ont fait 19% au niveau national au premier tour, bien au-delà des 13% il y a 5 ans. Ils ont fait ça dans une petite salle associative où il y avait très peu de place. Heureusement, il faisait beau, donc la soirée s'est passée dehors. Il y avait pas mal de journalistes, il y avait quelques militants qui étaient là, et puis la bonne nouvelle pour le Rassemblement national, bon score dès le premier tour. Le deuxième tour, il voit les choses en grand, ça s'est passé, alors je ne sais pas si vous savez à quoi ressemble un boulodrome, mais ça s'est passé au boulodrome de Hénin-Beaumont. Pour qui je vois ce qu'est un boulodrome. Donc c'est une sorte de hangar gigantesque qui était séparé en deux quand même, avec d'un côté les journalistes pour qu'ils puissent travailler, et puis de l'autre une salle avec beaucoup plus de monde, une centaine de chaises, et puis une salle qui devient de plus en plus peuplée au fur et à mesure que les résultats tombent. Et puis, à partir de 20h, les militants bouche à oreille à Hénin-Beaumont, puisque c'est une petite ville très marquée à l'extrême droite, arrivent. Ça commence à être la fête. Et puis, les élus, alors les élus du Pas-de-Calais, mais également de toute la région, commencent à arriver, les heureux élus du Rassemblement national. Et au final, on a du monde, on a une grande fête à laquelle on ne s'attendait pas forcément. Beaucoup de sympathisants, beaucoup de militants, le Rassemblement national, là-bas, a
de vrais militants, parce qu'on accuse bien souvent les partis politiques, Antoine Marette, d'avoir aujourd'hui très peu de militants qui sont donc ces gens qui sont venus dans ce boulodrome d'Hénin-Beaumont. Alors, ce sont beaucoup de gens de Hénin-Beaumont, évidemment. C'est une ville qui a donc un maire RN, Steve Briouat. Il y a une proximité entre la municipalité et les habitants, c'est très clair. Moi, une image qui m'a marqué en sortant, c'est que j'ai vu, par exemple, un policier municipal embrasser une dame militante qui rentrait. Donc, c'est des liens quand même de proximité assez importants. Et puis, tout fonctionne du bouche à oreille. C'est une ville assez petite, les gens se connaissent tous, donc ils arrivent. Et puis, il y a les réseaux sociaux qui doivent jouer un petit peu quand même aussi. Le maire joue un rôle important, le maire Rassemblement National. Oui, c'est un proche de Marine Le Pen. Elle a passé du temps avec Steve Briouat. C'est un proche de Marine Le Pen. Elle a passé du temps avec Marine Le Pen a passé du temps avec Steve Briouat avant les résultats du premier et du second tour, enfin avant les résultats officiels à 20h. Donc c'est un très proche. Ils ont décortiqué ensemble les résultats et ils ont préparé la soirée et le discours de 20h. Voilà. Elle n'a pas d'appartement là-bas, elle n'habite pas à demeure à Hénin-Beaumont. Pas à ma connaissance, non. Donc, elle est de passage. Gilles Ivaldi, vous qui êtes chargé de recherche au CNRS, on est étonné par la capacité de résilience du Rassemblement national, parce que si on se remémore ce qui s'est produit au début de la campagne de la présidentielle, il y a quasiment 1000 ans maintenant, eh bien, je crois qu'il y avait une forme de primaire à l'extrême droite. Oui, tout à fait. La pré-campagne a été dominée par l'émergence d'Éric Zemmour, qui effectivement a occupé l'espace médiatique, qui a fait un très bon début de campagne et qui a partiellement occulté le Rassemblement national et Marine Le Pen. Vous savez, le Front national et le Rassemblement national, on oublie trop souvent que c'est un parti comme les autres. C'est-à-dire que c'est un parti qui a des hauts et des bas électoraux. Et moi qui suis ce parti depuis très très longtemps, et d'autres partis comme lui en Europe, souvent on a un peu tendance à prononcer la mort de ces partis dès qu'ils connaissent une défaite. Et on oublie que les partis sont des organisations assez résilientes. La preuve en est des Républicains en France dans ces élections. Donc oui, je pense qu'effectivement, on a un peu trop vite enterré Marine Le Pen et on a oublié que son parti a tissé sa toile, qu'il s'est implanté, qu'il s'est consolidé territorialement. Et on le voit dans ces élections législatives où on retrouve des grandes zones de force du Rassemblement national et des nouveaux territoires, notamment dans les zones rurales. Donc oui, je pense qu'on a encore une fois un peu commis l'erreur trop vite d'enterrer le parti de Marine Le Pen. Antoine Marette. Oui, sur la résilience, le Rassemblement national, Front national, est un parti qui est coutumier du fait. Souvenez-vous, la scission en 1998 avec Bruno Maigret, les européennes suivantes... Le poupouch, voilà. Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, il y a des européennes juste après, il chute à 5%. Et puis après 2002, la divine surprise, Jean-Marie Le Pen au second tour. 2017, le débat Marine Le Pen catastrophique. Et puis finalement, elle refait campagne en 2022. Elle remonte. Il y a les européennes où le Front national, Rassemblement national arrive premier en 2019. Et puis en 2022, cette campagne, d'abord qui commence mal avec la candidature de Zemmour. Il ne faut pas oublier que 2 mois avant le premier tour, les 2 candidats sont à touche-touche dans les sondages. Et même à un moment, Éric Zemmour est au second tour, devance Marine Le Pen. Et là, tout le monde se dit ça va être la catastrophe pour Marine Le Pen. Et finalement, elle remonte. Donc c'est un parti extrêmement résilient. C'est comme Terminator, en fait, les Le Pen. Quand on leur tire dessus, ils finissent toujours par se relever. Mais à l'époque, qu'est-ce qu'elle se dit? Que se disent les adhérents du parti? Parce qu'il faut rappeler, Antoine Marette, que la campagne du Rassemblement national a été perturbée indirectement parce qu'il y avait donc le discours d'Éric Zemmour, et puis directement parce qu'il y a eu quand même la fuite d'un certain nombre de candidats, de cadres du Rassemblement national pour Reconquête. Il y a eu 2 étapes, en fait. L'été dernier, au congrès du RN, quand on interrogeait Marine Le Pen sur Éric Zemmour, au départ, elle
Elle n'avait pas l'air inquiète. Elle disait mais il va finir par se dire je vais pas y aller parce que j'ai aucune chance, etc. Il va pas forcément y aller. Donc elle y croyait pas en fait. Je me souviens, on l'a interrogée au mois de juillet. Elle n'y croyait absolument pas. Et puis arrive le moment à la rentrée. C'est étonnant quand même parce que tous les indicateurs. Alors je sais que certains, par exemple, n'ont pas cru sous la présidence de François Hollande que Emmanuel Macron allait y aller, mais c'est quand même étonnant de se tromper à ce point alors que Éric Zemmour donnait tous les signes d'un futur candidat. Oui, mais elle se disait quel est l'intérêt pour lui, il a une tribune à la télévision, quel est l'intérêt pour lui d'aller, que va-t-il faire dans cette galère? Bon. Et puis, à partir du moment où l'hypothèse de la candidature commence à être de plus en plus sérieuse, vers septembre-octobre, là, elle commence à dire attention, il ne faut pas qu'il se présente, il va diviser le camp national, attention. Et puis, en fait, alors que le début de campagne était quand même, on va dire, presque paresseux, on ne savait pas trop où elle voulait aller, là, elle s'adapte. Et une des façons de s'adapter face au discours très identitaire, réactionnaire d'Éric Zemmour, c'est de parler du pouvoir d'achat. Et puis, ça fait mouche. D'où ça vient, Gilles Livaldi, cette idée? Parce que on a quand même eu affaire à une transformation, on parlait de résilience, mais là c'est aussi une forme de métamorphose du discours. Le Rassemblement national est devenu un parti dont le discours est un discours extrêmement centré sur le pouvoir d'achat, autrement dit, une forte coloration sociale. Mais ça ne date pas de 2022. En réalité, le tournant que moi j'appelle social-populiste de Marine Le Pen, il date de 2012. Lorsque Marine Le Pen prend les rênes du parti, elle va très vite imprimer ce changement sur la ligne économique du parti. Elle va tirer le parti vers la gauche économique de manière très très nette et en rupture vraiment totale avec les orientations plus libérales du passé, notamment de son père dans les années 80. Et elle va adopter un ensemble de mesures sur la protection sociale, les services publics, la santé, augmenter les petites retraites, les salaires, baisser la TVA. Et donc ce discours sur le pouvoir d'achat, en fait, il est présent. Et le pouvoir d'achat, il faut se souvenir, était déjà l'enjeu numéro 1 du programme de 2012. Donc il n'y a pas forcément de rupture nette en 2022. Simplement, Marine Le Pen a très vite senti, je pense, bien avant d'ailleurs l'arrivée d'Éric Zemmour, que cette question du pouvoir d'achat dans cette France périphérique, cette France qu'elle appelle la France des oubliés, qui est son cœur de cible, que cette question du pouvoir d'achat allait être dominante. Et effectivement, je crois qu'elle a eu un sens politique très performant en la matière et qu'elle a senti bien mieux qu'Éric Zemmour, qui lui est resté centré sur les enjeux identitaires, qui a eu du mal, on l'a vu, à sortir de son discours sur l'identité, l'islam et l'immigration. Donc Marine Le Pen a fait ce travail depuis maintenant plus de 10 ans. Mais ce qui est étonnant, là aussi, on est toujours d'ailleurs dans le registre de la résilience. Gilles Livaldi, on considérait que Florian Philippot avait eu un rôle extrêmement important dans ce discours souverainiste, dans cette confection d'un Rassemblement national, bon à l'époque c'était le Front National, qui était de plus en plus connoté à gauche économiquement, avec un certain nombre de propositions qui à l'époque étaient soutenues à la fois par Marine Le Pen et Florian Philippot sur l'Europe, sur l'euro, donc tout cela est aujourd'hui considérablement modifié dans le discours. Sans Florian Philippot, avec qui a-t-elle conçu sa campagne ? Alors, je crois qu'il faut être prudent. Florian Philippot a surtout amené la dimension eurosceptique et souverainiste. Je crois que le virage à gauche sur les questions sociales et économiques de Marine Le Pen, il est dû à Marine Le Pen elle-même. C'est sa stratégie et ça va de pair, n'oubliez pas, avec sa volonté de créer ce qu'elle appelle cette union des patriotes. Aujourd'hui, Marine Le Pen reste stratégiquement sur l'idée que le succès et la capacité du RN demain à prendre le pouvoir
passe sur cette capacité à créer une coalition qui irait de la gauche à la droite, des patriotes, souverainistes, nationaux, peu importe le terme. Et ça, c'était effectivement quelque chose qu'elle a amené elle-même au FN à l'époque et ensuite au RN. Florian Philippot, je pense, a lui amené la dimension plus eurosceptique. Il est l'artisan de la sortie de l'euro, il est l'artisan également, lorsque Marine Le Pen a plus ou moins caressé l'idée d'un Frexit à partir de 2016 et après le Brexit britannique. Donc voilà, je mets l'orientation à gauche du FN puis du RN, je crois que ça reste la marque de Marine Le Pen. Antoine Marette. Je pense qu'il ne faut pas exclure non plus le pragmatisme, voire l'opportunisme de Marine Le Pen dans cette histoire sociale, pouvoir d'achat. Parce que, par exemple, jusqu'à la fin de la candidature d'Éric Zemmour, jusqu'au premier tour, effectivement, elle parle beaucoup de pouvoir d'achat. Elle vise essentiellement Emmanuel Macron. Après le second tour, c'est-à-dire à partir du moment où les législatives commencent, on revient vers un discours plus sécuritaire, anti-immigration, anti-islam. Je me souviens qu'au moment de la présidentielle, on regardait ces discours, puisqu'on avait accès au script de ces discours. Il y avait des discours, je me souviens, je crois que c'était à Avignon, où le mot immigration, islam était quasiment absent sur une 60aine de pages, ce qui était exceptionnel chez Marine Le Pen. En revanche, dès que la présidentielle est terminée et dès qu'on revient à une élection plus classique, eh bien là, l'ennemi, ça devient Jean-Luc Mélenchon. Et donc, on revient à l'immigration, on revient à l'insécurité et on parle un petit peu moins de pouvoir d'achat. Oui, d'ailleurs, je me souviens que pendant la campagne présidentielle, il y avait beaucoup de reportages qui expliquaient, Antoine Marette, je me souviens d'un reportage dans Libération, que les militants n'étaient pas très satisfaits de cette disparition des thèmes traditionnels du Rassemblement national, notamment sur la question migratoire. Oui, alors vous avez le Sud et le Nord, ce sont deux électorats un petit peu différents. Le Nord est plus populiste, plus populaire, alors qu'effectivement le Sud est plus identitaire, attaché aux questions de sécurité, plus âgé aussi. C'est une partie aussi de cet électorat qui a été parfois un peu séduit par Éric Zemmour. Et effectivement, cet électorat, parfois, du Sud, avait du mal à s'y retrouver. Et alors, dans ces conditions, est-ce qu'il y avait, parce qu'il y a des cadres au Rassemblement national, il y a différentes sensibilités, comment les choses s'articulaient-elles lorsqu'il y a eu donc cette forme de tournant, en tout cas dans le discours, on l'entendait? Eh bien, au Rassemblement national, il y a un principe, c'est qu'on obéit au chef. Et la chef, c'est Marine Le Pen. Et donc, on ne conteste pas les positions de Marine Le Pen. Regardez, par exemple, Philippe Vardon, qui a émis du côté de Nice des doutes face à la candidature de Marine Le Pen. Alors, lui, c'est un identitaire. Lui, c'est un identitaire. Eh bien, il n'a pas pu se présenter aux législatives sous l'étiquette RN. Et puis, il a rejoint finalement Zemmour. Voilà, et il y a eu un incident de parcours avec lui. On va continuer à voir comment s'est construite la campagne de Marine Le Pen et du Rassemblement national. Comment ont-ils abouti à ce chiffre particulièrement important de 89 élus au Palais Bourbon et quels peuvent être les choix désormais de ces élus, quelle stratégie pour le Rassemblement national au sein donc de cette Assemblée nationale nouvellement élue. Nous sommes en compagnie de Gilles Ivaldi, chargé de recherche CNRS au CEVIPOF, et d'Antoine Marette, journaliste politique à la rédaction de France Culture. Frédéric Saïs vient d'évoquer la NUP dans son billet politique. L'autre volet, l'autre aspect de cette élection législative, de ce second tour, c'est l'arrivée d'un groupe important du Rassemblement national au sein donc du Palais Bourbon. Nous sommes en compagnie de Gilles Ivaldi, chargé de recherche CNRS au CEVIPOF, spécialiste des partis de droite radicale, et de notre camarade Antoine Marette, journaliste politique à la rédaction de France Culture, qui suit depuis septembre 2020 le Rassemblement national. La commission des finances est aussi un enjeu pour Marine Le Pen, Antoine. Oui, c'est un enjeu. Elle a d'ailleurs
un candidat, c'est Jean-Philippe Tanguy, qui est député de la Somme, qui est son ancien directeur de campagne. C'est un diplômé de l'ESSEC et de Sciences Po. Alors pourquoi la présidence de la commission des finances? Puisque c'est un poste stratégique, c'est un contre-pouvoir. Elle supervise la préparation du budget de l'État. Elle contrôle également les comptes de l'État. Il peut en contester la sincérité et elle a accès à des informations financières confidentielles. Et puis, ça donnerait au Rassemblement national une crédibilité. Elle a de bonnes chances de l'obtenir? Alors ça, c'est toute la question parce qu'en fait, les règles, depuis donc une quinzaine d'années, alors c'est un règlement intérieur du Palais Bourbon, hein, c'est pas constitutionnel, c'est l'opposition, mais pas forcément la principale force d'opposition. En fait, aucun parti d'opposition ne peut exiger la présidence de la Commission des finances. En fait, c'est la candidature qui va recevoir le plus des voix des députés de l'opposition qui va la remporter. Ça veut dire que si la NUP a plusieurs candidats, eh bien, le RN peut l'emporter. Et là aussi, Marine Le Pen, elle vise la présidence du groupe Rassemblement national, et j'imagine qu'elle ne peut pas cumuler. Ah non, il n'en est pas question pour la présidence de la Commission des finances, c'est Jean-Philippe Tanguy. Mais dans cette perspective, il s'agit là aussi, dans l'hypothèse où le Rassemblement national obtiendrait cette Commission des finances, de représidentialiser, ou en tout cas de considérer, comme vous venez de le dire, que le Rassemblement national a les compétences pour gérer les finances publiques, par exemple. Oui, l'idée, c'est d'apporter une espèce de crédibilité au Rassemblement national qui en a manqué ces dernières années. Oui. Et oui, parce que Gilles Livaldi, il y a notamment cette question-là qui est récurrente. Alors on a parlé de manière probablement un peu fautive d'ailleurs de plafond de verre. L'expression est probablement mal choisie. Elle a été utilisée par également Éric Zemmour qui a dit au soir du premier tour de l'élection présidentielle que le nom de Le Pen portait malheur. Qu'en est-il aujourd'hui à cet égard ? Aujourd'hui, on est dans une situation où clairement l'image du RN s'est améliorée. C'est vrai que Marine Le Pen a beaucoup travaillé cette fameuse stratégie de dédiabolisation qui passe à la fois par le fait de détoxifier un petit peu la réputation d'extrême droite et puis effectivement d'établir une crédibilité économique qui lui manque encore. Si on regarde nos enquêtes d'opinion, les indicateurs, on voit que cette dédiabolisation n'est pas achevée. En réalité, il y a encore une majorité de Françaises et de Français, en tout cas au moment de la présidentielle où on les a interrogés, qui voient le RN comme un parti d'extrême droite, comme un parti raciste, nationaliste. Et il y a de mémoire autour de 60% des Françaises et des Français qui considèrent que le programme économique de Marine Le Pen est dangereux. Donc je crois qu'effectivement, ce que vous évoquiez il y a quelques instants est très important. Pour Marine Le Pen, il y a un enjeu très important et très politique de pouvoir accroître cette crédibilité et obtenir la présidence de la Commission des finances serait naturellement une grande victoire et une pierre de plus à cet édifice. Et cela donc pourrait effectivement lui permettre d'avoir un discours différent parce que, en réalité, l'une des caractéristiques de cette campagne pour le Rassemblement national a été de parler d'autre chose que ce qu'il avait l'habitude d'aborder comme thème, autrement dit le thème de l'immigration, de l'identité. Je ne sais pas d'ailleurs comment vous nommeriez les choses, Gilles Livaldi, tout en considérant que ce thème de l'immigration, de toute façon, c'était le sien, on ne pouvait pas le lui dérober. Oui, je pense qu'il y a une dimension de thème propriétaire. On sait que l'immigration, la sécurité, ce sont des thématiques du RN et du FN avant lui. Je serais quand même plus précautionneux. Marine Le Pen a parlé d'immigration. N'oublions pas qu'elle avait ce projet de grand référendum sur l'immigration, qui allait même d'ailleurs remettre en cause le droit européen et mettre la France en porte-à-faux par rapport à l'Union européenne. Simplement, elle continue ce qu'elle a mis en place depuis 2011. Lorsqu'elle arrive à la tête du FN à l'époque, elle explique « Je veux marcher sur mes deux jambes. Je veux garder ma jambe régalienne, c'est-à-dire l'immigration, la sécurité, mais je veux avoir aussi un programme socio-économique. » Et dans cette campagne, elle a fait exactement cela. Et je me souviens par exemple de son discours à Reims, du premier discours présidentiel de la campagne, où elle commence et elle décline ses trois principaux thèmes, l'immigration, la sécurité et le pouvoir d'achat. Et oui, effectivement, on voit qu'il y a donc un thème de plus. Antoine Marette, parmi les caractéristiques de cette campagne, il y a peut-être
pour expliquer aussi les succès, les différents succès de cette campagne, l'arrivée d'un personnel nouveau au sein du Rassemblement national, par exemple une nouvelle directrice de la communication? Une attachée de presse, Caroline Parmentier, qui a remplacé Alain Vigier, qui était là depuis des décennies sous Jean-Marie Le Pen déjà. Caroline Parmentier, son parcours est intéressant puisqu'elle est ancienne journaliste. Elle était à Présent, qui est quand même un journal catholique d'extrême droite, très conservateur, assez marqué. Et elle a travaillé beaucoup sur l'image de Marine Le Pen. Par exemple, je me souviens, pendant les conférences de presse, elle refusait qu'on la photographie sous certains angles. Enfin, tout ça était extrêmement verrouillé. Et puis, c'est quelqu'un qui connaît le travail des journalistes, qui sait comment ils veulent travailler, ce dont ils ont besoin. Elle était comparée dans un article à une espèce de monitrice de colonie de vacances. Et c'est vrai qu'elle était, il faut le dire, très agréable avec les journalistes. Elle faisait en sorte qu'on travaille dans les meilleures conditions. C'est elle aussi qui a beaucoup sélectionné les médias prioritaires. France Culture n'en faisait pas partie. Ça a été très compliqué d'inviter Marine Le Pen dans des émissions longues. En revanche, chez Cyril Hanouna, chez Baba, pas de problème. Elle y est allée quasiment les yeux fermés. Il y a eu cette sélection. On a dit on va choisir les médias où on va aller et comme pour aller vers des cibles avec des médias dont les téléspectateurs, les lecteurs, les auditeurs sont plus susceptibles de voter pour nous. On va aller à l'essentiel. Mais ça veut dire que vous avez senti de l'hostilité vis-à-vis de vous? Ils ont été méchants, Antoine Pas Marette? du tout. Au contraire, c'est une espèce d'indifférence. C'est-à-dire France Culture, quoi qu'ils disent, de toute façon, on s'en fiche. Et ça permet de travailler dans des conditions idéales. C'est pas la même chose pour tout le monde. Je tiens à préciser que l'équipe, par exemple, de journalistes de quotidien est sans arrêt exclue de tous les rassemblements du Rassemblement national, des réunions, des meetings. Dimanche soir encore, ils étaient devant les grilles du boulodrome de Hénin-Beaumont avec impossibilité de rentrer parce qu'ils sont considérés comme trop hostiles au Rassemblement national. Donc il y a 3 catégories de médias. Et si vous deviez comparer l'accueil qui vous a été réservé à celui que vous aviez, par exemple, pour la campagne d'Emmanuel Macron de 2017, puisque vous l'aviez suivi, Antoine Marette? Eh bien, c'était plus compliqué. C'était Sibeth Ndiaye à l'époque qui jouait ce rôle-là d'attaché de presse et on avait là quelque chose de complètement verrouillé. On était face à des gens qui n'avaient pas forcément les codes, comment ça se passe, et donc on avait une attachée de presse qui choisissait un certain nombre de journalistes pour des voyages officiels et puis qui, quand elle n'était pas contente, était susceptible d'appeler non pas directement le journaliste mais ses chefs. Et cela, au Rassemblement national, cela ne se fait pas? Écoutez, à ma connaissance, non. On demandera à votre chef si il a reçu un message de Marine Le Pen. Gilles Ivaldi, l'autre caractéristique de cette campagne et de son succès pour le Rassemblement national, c'est l'arrivée donc de 89 élus au Palais Bourbon. Pour la plupart des candidats qui, par la force des choses, n'avaient jamais été députés. Est-ce qu'il est possible de tracer quelques caractéristiques sociologiques sur ce vivier? Oui, écoutez, ce sont des candidats effectivement qui sont relativement nouveaux en politique. Alors, pour beaucoup, ce sont des candidats et des candidates qu'on a déjà vus aux élections municipales de 2020 et aux élections régionales départementales de 2021. On a des candidats assez jeunes, assez féminins, même si ça n'est pas la principale caractéristique. Donc on a une nouvelle génération, effectivement, de cadres et de députés du Rassemblement national, qui, je crois, traduit aussi l'effort de renouvellement générationnel au sein du parti de Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous en pensez, Antoine Marette? C'est nouveau, à quoi ressemble-t-il? Parce qu'il y avait eu également beaucoup de bad buzz, de mauvaise publicité du Rassemblement national, parce qu'on avait vu arriver des candidats députés qui n'étaient pas expérimentés et qui trébuchaient parfois lors d'interviews sur des plateaux télé à des questions qui semblaient être des questions extrêmement classiques. Oui, il n'était sur pas les services rompu publics. à l'exercice médiatique. Alors, dans cette
dans ce groupe RN de 89 députés, alors déjà, il y a beaucoup de membres de l'état-major du RN, ce qui fait même à certains craindre que comment va fonctionner le parti, hein, maintenant que la plupart de ses membres importants sont députés. Il y a des profils assez différents. Alors moi, j'ai noté par exemple un chauffeur-livreur de 29 ans, Joris Beauvais, qui est encarté au RN depuis seulement 2 ans, donc c'est quand même très récent. Vous avez également des policiers, des gendarmes, des professeurs, un conseiller en assurance, par 2 journalistes également, anciens journalistes, Caroline Parmentier, dont je vous parlais tout à l'heure, également Philippe Ballard, élu dans la 2e circonscription de l'Oise. Philippe Ballard, c'était un ancien journaliste présentateur de LCI, qui est donc très rompu au code télévisuel. On peut penser que c'est un des députés RN que l'on retrouvera régulièrement à la salle des 4 colonnes à l'Assemblée nationale et qui avait comme slogan « Moi, je suis le candidat du peuple face à l'élite ». Autre personne aussi élue, nouvellement élue, c'est Philippe Lotio. Alors Philippe Lotio, c'est un énarque, c'est un ancien collaborateur des Balkany à Levallois et il est au Rassemblement national depuis 2014. Il a été parachuté dans la région en 2014 et lui, c'est quasiment un rescapé puisqu'il était candidat dans la même circonscription qu'Éric Zemmour. Et la première partie de la campagne jusqu'au premier tour a été un peu catastrophique pour lui parce qu'il était complètement écrasé par la célébrité d'Éric Zemmour. Et puis finalement, il est arrivé au second tour. Et puis finalement, au second tour, il a battu la députée sortante. C'était quelque chose d'attendu. Bon, vous dites apparemment que non. Au début, sa campagne était compliquée. Mais est-ce que progressivement, il a repris confiance ? Alors en fait, c'était une campagne très discrète. Il misait en fait sur la proximité. Éric Zemmour était complètement parachuté. C'était la circonscription de Saint-Tropez, là où il avait réalisé 14%, soit 2 fois plus que son score national à la présidentielle. Donc Éric Zemmour jouait sur l'effet vu à la télé. Philippe Lotio, il n'a pas pu rivaliser là-dessus. Oui, il a joué sur l'étiquette RN. Et finalement, alors le premier tour, l'accès au second tour, il s'est joué à 2 points, je crois. Et finalement, Philippe Lotio l'a remporté. Et puis, il a bénéficié au second tour d'un très bon report de voix de la part des électeurs d'Éric Zemmour, hein. Gilles Ivaldi, est-ce que vous avez la sensation que ces candidats ont fait campagne ? Parce que là aussi, c'est une question qui se pose régulièrement. On a parfois la sensation qu'au Rassemblement national, on fait moins campagne, et pour autant que les résultats sont là assez souvent. Non, je crois au contraire, ce sont des candidats qui font campagne. Simplement, ils font campagne de manière un peu différente. Depuis toujours, le FN et le RN ont privilégié des campagnes de proximité, de terrain. Donc je crois qu'on a de nouveau eu ça pendant cette campagne. C'est-à-dire en quoi est-ce différent des autres candidats des autres partis, donc Gilles Ivaldi, expliquez-nous. Beaucoup de partis se sont un peu tournés. D'abord, beaucoup de partis se tournent vers les médias nationaux, pensant que ce sont des caisses de résonance plus importantes. On sait que beaucoup de partis aussi aujourd'hui se tournent vers les réseaux sociaux, vers les médias numériques. Le RN travaille toujours la proximité. Et c'est ce qu'on voit quand tout à l'heure on a évoqué le cas d'Hénin Beaumont. Hénin Beaumont, c'est un véritable travail d'implantation au long cours de Steve Briois et de Marine Le Pen. C'est une stratégie sur plusieurs années d'occuper le terrain, d'être sur place. Donc je crois que le RN fait campagne, peut-être de manière plus discrète, de manière moins visible, mais ils font campagne, ils sont sur le terrain et on en voit aujourd'hui les résultats. Antoine Marette. Moi, j'ai trouvé que lors de ces législatives, la campagne était quand même extrêmement discrète, notamment du côté de Marine Le Pen. Par exemple, là où elle était candidate, elle n'a pas participé aux débats locaux de France 3, contrairement à de nombreuses autres circonscriptions. À un moment, on s'est même posé la question, est-ce qu'elle n'est pas en train de nous faire un petit coup de déprime parce qu'elle est partie 15 jours en vacances, je crois, après le second tour de l'élection présidentielle. Elle est partie en vacances, on la sentait extrêmement fatiguée. Alors maintenant, une fois qu'on a les résultats, 89 députés, tout le monde dit c'était une stratégie géniale, ça a été pensé, c'est formidable. En réalité, peut-être que le RN s'est laissé porter par des événements extérieurs et notamment la disparition du Front républicain, ou en tout cas la concurrence du Front républicain par 2 autres fronts, un front anti-Mélenchon et un front anti-Macron qui
a largement profité au Rassemblement national. Alors le front anti-Mélenchon, ça a souvent été souligné, Gilles Valdy, j'aimerais avoir votre regard là-dessus. Par exemple, l'un des thèmes abordés par Jean-Luc Mélenchon sur les violences policières, plus que cela d'ailleurs, la police tue, c'est l'expression qui avait été employé par Jean-Luc Mélenchon. On a pu lire que cela avait justement renforcé un vote d'opposition pour ceux qui étaient en désaccord avec cette formule, qui aurait expliqué ou qui expliquerait notamment le clivage et un certain nombre de voix pour le RN. Alors, ce qui est clair, c'est que si on regarde un petit peu dans l'histoire, il y a quand même un précédent assez intéressant. 1981, lorsque la gauche arrive au pouvoir, avec cette alliance entre les communistes et les socialistes, donc, où la gauche va plus à gauche, et on a immédiatement, dans les années qui suivent, une forme de radicalisation de la droite parlementaire et qui donne naissance à l'émergence du FN à l'époque. Et je trouve que là, avec la NUP, on a eu un petit peu le même phénomène, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon a d'une certaine manière radicalisé l'ensemble de la gauche, y compris la gauche moins radicale, le PS ou les écologistes. Et de fait, on a eu effectivement, je crois, dans une partie de l'électorat de droite, une sorte de crispation, et notamment sur ces questions sécuritaires où Jean-Luc Mélenchon a effectivement pris des positions ou fait des déclarations assez tonitruantes. Donc je crois que plus généralement, on sait que dans la politique française, lorsque la gauche se radicalise, il y a un phénomène de contrebalancier qui radicalise également une partie de la droite. Et je crois que ça n'est pas évidemment la principale explication, mais c'est une des clés, me semble-t-il, du succès du RN dans ces législatives. Antoine Marette. Oui, puis il ne faut pas oublier non plus les événements, les faits divers, notamment ce qui s'est passé au Stade de France, des images ont circulé, qui ont choqué pas mal de Français. Cette affaire du Stade de France a pu être l'équivalent de l'affaire Papivoise en 2002, ce vieil homme agressé la veille du premier tour de la présidentielle. Tout ça a pu jouer un rôle dans cette crispation sécuritaire qui a profité au RN. Oui, mais alors là, dans ce cas-là, ma question, Gilles Valdy, consiste à tenter de comprendre pourquoi cela n'a pas du tout profité à Reconquête, puisque Reconquête a été éliminé dès le premier tour de la totalité des circonscriptions où il présentait un candidat. Pourquoi n'y a-t-il pas eu un effet comparable avec donc les candidats d'Éric Zemmour, dont certains localement étaient plus connus que leurs homologues RN ? Je crois qu'il faut être prudent. Je ne suis pas sûr que les candidats de Reconquête étaient plus connus que les candidats du RN. Certains, oui, tout à fait. Je pense qu'Éric Zemmour, encore une fois, il lui a manqué un élément très important, c'est que cette campagne ne s'est pas jouée sur les thèmes identitaires ou les thèmes sécuritaires. Elle s'est jouée sur les thèmes du pouvoir d'achat. Et encore une fois, ce que effectivement, dans la campagne très discrète qui a été celle de Marine Le Pen, on a quand même eu la présence du pouvoir d'achat. Marine Le Pen a répété à l'envi qu'elle voulait baisser les taxes sur les carburants et revaloriser les pensions, etc. Donc je crois que Éric Zemmour, de la même façon qu'il a été pénalisé par son incapacité à penser véritablement cet enjeu à la présidentielle, n'a pas trouvé d'espace dans les législatives. Et puis, n'oublions pas le vieil adage de Jean-Marie Le Pen, mais qui se vérifie à chaque fois, c'est que les électeurs préfèrent toujours l'original à la copie. Oui, avec des profils, puisque vous parliez donc de discours social, avec des profils qui, là aussi, sont assez parlants. Je prends un exemple de nouvelle députée du RN, Lisette Paulet. Elle a été élue dans la seconde circonscription de la Drôme, celle de Montélimar. Elle a été très largement élue, 57% des suffrages exprimés ce dimanche. Et le profil donc de cette nouvelle députée, c'est d'avoir été salariée d'Elior, une entreprise de nettoyage, puis de Sodexo, où elle a été chef d'équipe de ménage au sein d'un établissement scolaire. Et pendant un an, cette personne a été déléguée CFDT du personnel. Gilles Valdy, donc on voit bien qu'on a affaire tout d'abord à des personnes qui ont effectivement exercé un métier d'employé, d'ouvrier. Bref, la NUP n'a pas le monopole à cet égard, et puis parfois même des responsabilités syndicales.
Oui, tout à fait. Alors, les passerelles entre les syndicats et le FN existent. Elles n'ont jamais été très importantes, mais elles existent historiquement. Ce que vous évoquez renvoie quand même à une réalité électorale très importante. C'est que le parti des classes populaires en France, c'est le RN. Depuis maintenant de très nombreuses années, les employés, les ouvriers votent majoritairement, en tout cas en très grande partie, pour le parti de Marine Le Pen. Et donc il n'est pas totalement surprenant qu'on retrouve trace de cet ancrage populaire très fort dans la sociologie de ces candidates et candidats. Je ne suis pas certain que ça s'applique à l'ensemble des candidates et des candidats du RN, mais effectivement, il n'est pas surprenant aujourd'hui qu'on voit des profils comme ça un peu atypiques, parce que c'est dans ces catégories-là que le RN draine historiquement, et plus encore cette année, son électorat. Eh oui, parce que donc, toujours si on prend l'exemple de cette députée, elle a pris sa carte au Rassemblement national en 2015 et elle est devenue secrétaire départementale en 2019 et apparemment elle a cédé à l'insistance du parti pour être candidate, puisque j'imagine là aussi Antoine Marette, quand on voit ces nouveaux candidats, l'afflux de candidats à la députation pour le RN, eh bien, il n'a pas toujours été simple de trouver des personnes qui acceptaient de se lancer dans cette course-là. Oui, alors vous parliez de personnes issues de catégories populaires. C'était une différence aussi. Alors aussi du côté des militants, avec Reconquête, qui était un parti quand même très bourgeois, de personnes de droite, conservatrices, extrême droite conservatrice, quand même bien insérées dans la société. On voyait de la différence dans les meetings entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Et là, c'était une différence majeure entre les deux partis, une ligne de fracture. Et Éric Zemmour avait un programme économique sur lequel il était très discret, pas parce qu'il n'en avait pas, mais parce que ce programme était très libéral, alors que Marine Le Pen, le programme était un peu plus fluctuant entre, par exemple, elle voulait privatiser Radio France et nationaliser les autoroutes. Ça partait parfois un peu dans tous les sens. L'autre caractéristique et l'autre conséquence de l'afflux de nouveaux députés, eh bien, c'est tout simplement de transformer le RN en un parti riche. C'était un parti endetté, je crois, une vingtaine de millions de dettes. Il va aujourd'hui se retrouver avec 50 millions d'euros de crédits publics qui vont lui être accordés sur la totalité de la législature. Donc même si on n'est pas très bon en mathématiques, il y a un montant supérieur aux dettes Antoine Marette. Ça va changer la donne. Oui, alors la dette est de 24 millions et avec le nouveau groupe, le RN va pouvoir bénéficier de 10 millions d'euros par an. Donc, le problème de la dette va être réglé assez facilement. C'est 1,64 € par voix au premier tour et donc 37 000 € par parlementaire élu. Vous voyez, le calcul est fait. Et donc, on a la sensation que cela pourrait également ôter une épine du pied du RN, puisque cette dette, elle avait aussi une dimension politique, peut-être pour le rappeler, Antoine Marette. Oui, ce qui obligeait le RN notamment à contracter des prêts en Russie. Gilles Ivaldi, qu'est-ce qui peut se passer désormais? Est-ce que le RN va donc tenter de prendre la commission des finances, va se poser comme l'un des opposants, peut-être le principal groupe d'opposition? Alors là, ensuite, c'est une question donc de rivalité avec la NUP pour savoir qui est le principal opposant à Emmanuel Macron et donc au groupe Ensemble. Oui, il y a un enjeu effectivement de s'opposer à la NUP et de prendre ce statut de premier opposant à Emmanuel Macron. Il y a plus fondamentalement, me semble-t-il, quelque chose qui traverse l'histoire du FN et du RN, qui est la tension entre radicalité et crédibilité. Aujourd'hui, Marine Le Pen semble aller vers la crédibilité et ce nouveau groupe va lui permettre d'asseoir cette crédibilité. La question est double. D'une part, ce groupe est très large, donc très hétérogène. Est-ce qu'elle sera en mesure de garder l'unité du groupe? Est-ce qu'on verra peut-être des fractures, des fissures apparaître? C'est la première question. Et puis la deuxième question, je pense, c'est effectivement, à trop asseoir cette crédibilité, on perd en radicalité. Or, on sait que la radicalité, ça reste un des moteurs aussi du succès du RN. Donc il y a maintenant, je crois, pour Marine Le Pen, une équation stratégique très importante. Et puis dernier point, si vous me le permettez,
Je trouve qu'aujourd'hui, la position de Marine Le Pen dans l'Assemblée, c'est un petit peu la prophétie d'Éric Zemmour qui se réalise, puisqu'aujourd'hui, au vu de la faiblesse de LR et de la force du RN, on est typiquement dans une hypothèse d'union des droites. Or, Marine Le Pen, pour l'instant, refuse toujours cette union des droites, et je trouve assez intéressant de voir que peut-être, dans les mois et les années à venir, elle aura matière à y réfléchir de nouveau. Antoine Marette. Elle a quand même, dimanche soir, tendu la main au groupe LR en disant que ceux qui veulent nous rejoindre nous rejoignent. Donc il y a quand même une main tendue qu'on ne peut pas ignorer. Mais pourquoi ? Parce que vous imaginez, Gilles Livaldi, qu'il pourrait y avoir, par exemple, je ne sais pas, une scission des Républicains, une partie allant avec Emmanuel Macron, l'autre partie allant avec Marine Le Pen ? En tout cas, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les Républicains sont très divisés. Il y a des tensions très fortes en interne. Alors pour l'instant, Christian Jacob maintient la famille unitaire, mais on sent qu'il y a des tentatives ou des envies de se rapprocher de la Macronie pour certains, et d'autres qui restent très, très réticents et qui lorgnent même sur le RN. Donc dans les semaines et les mois à venir, si effectivement Emmanuel Macron ramène vers lui une partie des Républicains, il n'est pas impensable que certains se tournent vers le RN, notamment un RN crédibilisé, normalisé, embourgeoisé quelque part au sein de l'Assemblée. Ça va être un véritable... pardonnez-moi, je vous ai coupé, Gilles Livaldi. Ça va supposer un réaménagement du programme économique des Républicains, alors ? Ben, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, le problème de Marine Le Pen, c'est que, oui, elle tend la main aux Républicains, mais pour l'instant, elle est sur des positions, à la fois sur l'Europe et l'économie, qui sont incompatibles avec les Républicains. Et c'est en cela que j'évoquais la difficulté, et ce qui me semble aujourd'hui être pour moi un problème stratégique pour Marine Le Pen, c'est qu'elle reste sur cette idée de grande union des patriotes, qui n'est pas exactement l'union des droites. Votre journaliste rappelait avec justesse que Éric Zemmour avait un programme très libéral en matière économique, donc qui allait beaucoup plus en compatibilité avec les Républicains. Donc, Marine Le Pen, aujourd'hui, elle est un petit peu en porte-à-faux. Elle ouvre la porte, naturellement, mais elle est, je crois, en porte-à-faux sur certains aspects de ses politiques et de ses préférences. Un mot de conclusion, Antoine Marette. Sur LR, une alliance avec le RN serait quand même un peu suicidaire, d'autant plus que LR peut devenir le faiseur du roi avec LREM, puisque c'est sans doute grâce à LR qu'LREM aura une majorité absolue, fabriquera une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc attention quand même. Merci Gilles Livaldi. Je rappelle que vous êtes chargé de recherche CNRS au CEVIPOF et spécialiste des partis de droite radicale. Merci Antoine Marette, journaliste politique à la rédaction de France Culture.